Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Comme tous les vendredis, nous allons revenir pendant 26 minutes sur les moments forts de l'actualité culture, loisirs et sport. Au cours de cette émission, nous parlerons télé-réalité. Le concept « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» arrive dans les Yvelines et sera diffusé sur notre antenne au printemps, sachez-le. Nous en parlerons avec la directrice du Centre national d'édition d'art et images, Sylvie Boulanger, tout à l'heure. Mais tout d'abord, ce mercredi, évidemment, c'était le premier jour des soldes. Nous nous sommes rendus à l'ouverture d'un supermarché de Maurepas. Les clients ont bien entendu répondu présent comme tous les ans, mais l'enseigne s'attend à une baisse de la fréquentation cette année. Reportage signé Claire Cambier et Élodie Moine. Dans ce supermarché, les salariés ont passé une partie de la nuit à étiqueter et à placer les produits. À quelques minutes de l'ouverture, on finalise les rayonnages. Tout doit être prêt pour l'arrivée des clients. 8h30, le rideau se lève, derrière une centaine de personnes bien décidées à profiter des soldes. Premier arrivé, premier servi. Les meilleures affaires, c'est les premiers jours, c'est parmi les premières heures même. Le magasin propose des réductions allant jusqu'à moins 70%, de quoi faire des affaires. Et là, à chacun sa technique, il y a ceux qui fouillent et ceux qui ont bien préparé leurs achats. J'ai fait mon repérage et j'espère que je vais trouver mon bonheur. Dans tous les cas, les caddies se remplissent vite, même si cette année, l'enseigne prévoit une baisse de la fréquentation. C'est vrai que l'élasticité est moins importante quand même que ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années, parce que oui, il y a beaucoup de promotions et d'opérations tout au long de l'année, donc c'est vrai que ça dilue quand même un petit peu l'impact des soldes. Malgré tout, il reste quand même un delta qui est non négligeable. Les magasins de vêtements, plus particulièrement, ont lancé des ventes privées, des soldes avant les soldes. C'est tout de même dans le textile que ce supermarché compte faire son plus gros chiffre d'affaires. En règle générale, les ventes du rayon vêtements atteignent 100 000 € le premier jour et en 5 semaines de soldes, de 10 à 12% du chiffre d'affaires annuel. Malgré la baisse du pouvoir d'achat, 62% des Français devraient dépenser plus de 100 € pour les soldes, une donnée confirmée par les clients de ce magasin. Si j'arrive à tout trouver, aux alentours de 500-600 €. 300 €. Il reste jusqu'au 11 février pour profiter des soldes. Dans ce magasin, si les collections passées ne sont pas écoulées d'ici là, une partie du stock sera donnée à des associations. Comme tous les ans, les traditionnelles illuminations de Noël ont éclairé vos rues. Un mois après leurs installations, les services techniques des communes saint-quentinoises les retirent pour laisser place à l'hiver. Retour sur la magie de ces lumières. Reportage réalisé avec Patrick Jade de Dixmude et Élodie Moine. À la nuit tombée, elles ont éclairé votre chemin pour laisser l'esprit de Noël flotter dans vos rues. Elles clignotent, scintillent, dorées, vertes ou bleues. Leur couleur féerique réchauffe les cœurs et vous souhaite une bonne année. Chaque quartier a sa décoration, chaque rue son étoile de Noël, mais c'est souvent le centre-ville le plus étincelant, comme à Manille-les-Hameaux, où les anciennes lampes à incandescence ont peu à peu laissé la place aux LED, plus légères, plus robustes et surtout plus économes. Les années précédentes, on tournait au fil lumière, donc qui tournait à 14 watts au mètre. Et là, donc cette année, on tourne à 4 watts au mètre. Donc il y a quand même une consommation moins importante, quoi. À Manille-les-Hameaux, plus de 170 illuminations ont scintillé, mais un mois après leur installation, les guirlandes doivent repartir à l'atelier pour laisser place aux douceurs de l'hiver. Et il faudra désormais attendre un an pour que la magie de Noël s'empare à nouveau de vos rues. Ce lundi 6 janvier, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont dû fêter l'épiphanie, l'occasion évidemment de savourer la traditionnelle galette des rois, une galette que certains pâtissiers vinois souhaitent encore fabriquer de manière artisanale. Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. C'est du sirop, c'est de l'eau et du sucre qu'on a fait bouillir tout simplement. Voilà, c'est ce qui les fait briller, toujours chaud à la sortie du four. Elle célèbre la visite des rois mages auprès de l'enfant Jésus. Elle, c'est bien sûr la galette de l'épiphanie. À Chevreuse, dans la boulangerie-pâtisserie d'Hervé Beauvais, on la cuisine de manière traditionnelle. Du beurre frais, de la poudre d'amande 100% pur fruit, du sucre, de la farine et de la crème pâtissière pour la frangipane. Ici, la méthode est artisanale. Tout est fait à la main. Alors il n'y a qu'une seule machine, enfin même deux. Il y a une machine qui aide à faire la crème, c'est le batteur mélangeur. Et une autre machine qui s'appelle le laminoir pour étaler la pâte.
Parce que quand il y a beaucoup de pâtes, voilà, ce sont les seules machines. Tout est fait à la main. Une méthode traditionnelle qui élève forcément le tarif à la caisse. Alors qu'elles coûtent de 4 à 10 euros en grande surface, les galettes oscilleront plus entre 10 et 20 euros chez un artisan pâtissier. Pourtant, les clients restent fidèles au rendez-vous. Ici, c'est de la pâtisserie très bonne, c'est pour ça. J'aime mes artisans. Chez Madame Beauvais, tout est bon, et qu'autre part, c'est pas si bon. On en a pour son argent, hein. Il y en a qui sont pas difficiles. Près de 20 millions de galettes sont achetées chaque année en France. À Chevreuse, de 750 à 1500 pièces seront vendues en un mois et demi, ce qui représente environ 15% du chiffre d'affaires d'Hervé Beauvais, presque autant que pour les fêtes de Noël. Je le disais dans les titres de ce 7-8 Week-end, la télé-réalité arrive dans les Yvelines avec l'émission Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Concept imaginé par l'artiste belge Jeff Gaze. Une émission inédite que vous pourrez d'ailleurs découvrir au printemps sur notre antenne. Et pour en parler, Sylvie Boulanger, la directrice du Centre national d'édition d'art et image, est présente sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on va manger? Quel est le concept? Le concept, c'est d'imaginer que le dîner qu'on fait tous les soirs en fait en famille peut être élevé à la hauteur d'une œuvre d'art. C'est-à-dire un petit peu rendre ce moment peut-être banal dans certaines familles un peu plus attrayant, c'est ça? Lui redonner peut-être des lettres de noblesse? Oui, lettres de noblesse, c'est peut-être le mot. C'est moins attrayant que conscient. C'est-à-dire on ne se rend pas compte de tous les dîners qu'on fait quand même dans une vie. Et de temps en temps, c'est peut-être important de se rendre conscient, en fait, d'être conscient qu'il se passe pas mal de choses, qu'il peut se passer pas mal de choses dans un dîner, en fait. Comment est venue cette idée de faire d'un dîner une télé-réalité de la part de cet artiste belge qui est Jeff Gaze? Oui, c'est cet artiste, en fait, qui est Jeff Gaze, qui est un jeune homme qui a 80 ans cette année, en 2014. Et qui est un immense artiste, en fait, un très grand artiste qui a représenté la Belgique à la Biennale de Venise, qui est à Rotterdam, qui est dans des très grandes expositions. Et cet artiste n'a jamais fait la différence entre ce qui pouvait être une œuvre d'art noble ou issue d'une culture savante, et puis un acte intime, privé, tel que ceux qu'on fait tous les jours, comme par exemple dîner en famille. Voilà. Comment on peut élever justement un dîner à ce stade d'art, comme vous le dites, et d'expression? Peut-être juste en le rendant justement un peu conscient et sans essayer de le décorer. C'est-à-dire que là, le principe, c'est une famille est d'accord pour se faire filmer. Une famille yvelinoise, hein, évidemment. Une famille yvelinoise, absolument. Nous recrutons les familles yvelinoises. Et on installe une caméra devant la table de la salle à manger. Et voilà, et on se retire, on s'en va. C'est-à-dire que la famille retrouve en fait son intimité. Et c'est toute la question, c'est de devenir sensible à cette intimité. Et le produit, entre guillemets, final, que l'on va voir être diffusé sur notre antenne, ça va être un montage derrière ou on va laisser la séquence filmée avec la caméra pendant le dîner brute? Alors justement non, il n'y a pas de montage comme dans les téléréalités classiques où il y a effectivement un projet, où il y a souvent des objectifs, où on anticipe parfois même, où on fait dire, il faut bien le dire, on fait dire des choses qui n'étaient pas forcément prévues ou naturelles ou intuitives. Et là, il n'y a absolument aucun objectif, aucun marketing, il n'y a pas de montage derrière. Et c'est ça qui est important parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire à partir du moment où à la fois on se sait filmer ou à partir du moment où on commence à se demander « Ah oui, c'est important quand même cette intimité en famille. » Cela veut dire que je vais faire un peu l'avocat du diable. Passe-moi le sel, par exemple, ça peut être cette expression où le geste pourrait devenir extrapolé, c'est ça un petit peu? Vous ne croyez pas si bien dire parce que votre question me fait penser à un autre artiste, Hans-Peter Feldmann, qui est un grand artiste allemand, et qui a fait une série d'œuvres qui a été exposée aussi dans les plus grands musées, en France et à l'étranger. Et il y a une des œuvres, c'est juste sa collection de salières, c'est-à-dire les face-à-face de plusieurs salières qu'il a utilisées dans ses dîners et qui deviennent une œuvre d'art. Comme quoi, tout peut être mis en évidence. Et par rapport à ce concept de télé-réalité, vous avez aussi envie, à travers cette émission, de redorer peut-être
d'un certain côté l'image de la télé-réalité, qu'on sait que parfois les programmes ne sont pas tout le temps génialissimes. Alors dans télé-réalité, il y a deux mots, il y a télé et réalité. Je pense que le projet de Jeff Gay, c'est effectivement, on va dire, de redorer l'image de la réalité. De la télé, j'en suis pas sûre. Hein. Je suis là, mais... et vous n'avez pas peur que justement cela soit un peu noyé dans tous ces concepts de télé-réalité? Comment ça pourrait sortir du lot en fin de compte? On ne présente pas du tout la chose. Oui, on présente pas la chose comme un concept de télé-réalité, mais plutôt vraiment comme une expression artistique. C'est-à-dire filmer un dîner, se filmer en train de dîner peut être une expression artistique. Donc on ne va pas jouer dans la même cour que les grandes émissions de télé-réalité. Des super productions. Vous recherchez encore des familles? Je crois que c'est une vingtaine de familles dont vous avez besoin pour le programme. On en recherche encore 6. Donc bienvenue. Donc ils pourront répondre aux coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Je crois que le premier tournage, c'est pour ce soir, ce vendredi. Du côté du Vésinet, évidemment dans les Yvelines. Et donc, on se donne rendez-vous au printemps à peu près pour la première diffusion sur notre antenne. Oui, je pense au mois de mars, oui. Merci beaucoup, Sylvie Boulanger, d'être passée sur le plateau du 7-8 Week-end. Et puis à bientôt, donc au mois de mars, pour la première émission. Après avoir laissé son empreinte sur la face cachée de la Lune, Thierry Ballas dissout la frontière entre les mots et les notes. Et il veut essayer de plonger la parole de Jean Jaurès au cœur de la musique pour un concert intemporel prévu ce mardi. Aurélia Debussy et Jonathan Villeman. Le courage d'être tous ensemble, et quel que soit le métier, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, selon Jean Jaurès. Ce sont ces paroles, extraites du discours à la jeunesse prononcé en 1903, qui ouvrent le spectacle. Une création sonore à l'univers électroacoustique dans lequel viennent s'insérer des textes de Jean Jaurès issus essentiellement de discours et d'extraits de son mémoire philosophique. C'est la lecture de la réédition de ce mémoire qui interpelle Thierry Ballas. Il y a quelque chose moi, qui me touche dans la démarche de cet homme, dans sa démarche intellectuelle, et que j'ai découvert en lisant son mémoire de philosophie, l'idée que cet homme a eu un engagement dans le concret, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé aux côtés des ouvriers, des paysans, et que tout cet engagement, il vient en fait d'un rapport au monde, d'un rapport à la nature, et je trouve ça assez intéressant. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, de ne pas faire écho de notre âme. Ce spectacle propose des moments qui sont assez pop, des moments qui font référence à de la musique ancienne. On va vers les Folies d'Espagne, vers Debussy, il y a une petite citation de Debussy. Mais malgré tout, on a aussi des moments qui sont plutôt dans la musique expérimentale. Alors une musique qui reste très écoutable, hein, mais qui reste dans la recherche. Et Jean Jaurès dit quelque chose moi, qui m'a beaucoup touché. Il dit par exemple, un son nouveau, c'est la révélation d'une force nouvelle, d'une parcelle d'âme inconnue. Et je trouve ça intéressant. Cette idée qu'on peut avoir plusieurs rapports à la musique. Il y a cette musique qui répond à des codes sur lesquels on est tous d'accord. Des rapports harmoniques, rythmiques sur lesquels on est tous d'accord, qui sont un peu notre culture commune. Et ça, c'est super agréable à écouter parce que c'est évident. Il y a une espèce d'évidence dans l'écoute. Et puis, dit Jean Jaurès, il y a une autre musique plus expérimentale qui est peut-être un tout petit peu plus compliquée à écouter, mais qui peut-être nous met en relation avec des parties de notre âme que nous ne connaissons pas encore. Voilà, je trouve que c'est un bel hommage à l'art contemporain en général. Un voyage musical intemporel autour d'une réflexion sur le mouvement, la lumière et le son. En ce début d'année, la commanderie des Templiers de la Ville-Dieu à Élancourt a ouvert ses portes au public. L'occasion pour les curieux de découvrir les faces cachées de ce haut lieu du patrimoine saint-quentinois. Yolène Torres et Patrick Jacques de Dixmude vous font la visite. Les Templiers, c'est un ordre religieux et militaire qui a été fondé en 1118. Retour à l'époque des croisades du Moyen-Âge. Nous sommes à la commanderie des Templiers de la Ville-Dieu à Élancourt. À l'époque, au XIIe siècle, les religieux basés à Jérusalem se rendent compte que les routes sont pavées de dangers pour les pèlerins. C'est à partir de là que sont nés les Templiers. Ce sont eux qui vont défendre les routes menant jusqu'à la ville sainte et c'est ici, dans les commanderies, qu'ils se forment à l'art de la guerre. Les Templiers sont des chevaliers et on ne les envoyait pas combattre en Orient tant qu'ils n'étaient pas formés. Et ici, vous pouviez être formé à l'art de la guerre, notamment l'art équestre. Guerre de 100 ans, guerre des religions, le site connaît les aléas de l'histoire de France. Les destructions sont importantes, mais les bâtiments restent en demeure.
Au XIIIe siècle, la France comptait près de 1000 commanderies. Il n'en reste que très peu aujourd'hui et ont souvent une caractéristique commune. La chapelle est souvent, voire exclusivement, plus petite que les autres bâtiments, pour rappeler que les Templiers n'ont pas une vocation uniquement religieuse, mais uniquement une vocation militaire et agricole, puisque les commanderies fournissaient l'ensemble des ressources pour les Templiers qui partaient combattre en Orient. Aujourd'hui, le lieu est ouvert au public et accueille aussi des expositions d'art contemporain. Patrice est voisin depuis des années. Pour la première fois, il a visité la chapelle. La restauration, le sol aussi, c'est nickel. Et j'ai jamais eu l'occasion d'aller soit à une conférence, soit à de la musique dans la chapelle. Donc ça me donne envie, la prochaine fois, quand il y aura quelque chose, de venir, bien sûr. La prochaine fois, ce sera le 2 février, une visite organisée par le musée de la ville. En sport, ce premier week-end de janvier était consacré évidemment comme tous les ans à la Coupe de France de football. Poissy, dernier club yvelinois amateur encore en lice, recevait les Bretons de Concarneau, pensionnaires de CFA. Mais l'exploit ne s'est pas produit malheureusement au stade Léo-Lagrange. Image de Patrick Jacques de Dixmude. Si le match des tribunes est vite gagné par les supporters de Concarneau, c'est tout l'opposé sur le terrain du stade Léo-Lagrange. Après un début de match très prudent, les joueurs de Poissy, ici en jaune, asphyxient le milieu breton. Et ils sont même tout près d'ouvrir le score sur cette splendide ouverture, mais la reprise de l'attaquant Pissiaquet passe tout près de la lucarne bretonne. Poissy prend alors confiance et les occasions se multiplient, mais à chaque fois non cadrées, même quand la cage adverse est vide. « 0-0 à la pause. Le tournant du match arrive peu après la mi-temps. Le défenseur central Abdoulaye Sangaré est expulsé pour ce tacle en retard. Il n'en fallait pas plus aux joueurs de Concarneau pour prendre l'avantage. À la 70e minute, l'avant-centre breton Soki Nzinga met fin aux espoirs yvelinois sur cette frappe croisée du gauche. Concarneau s'impose finalement 1-0 et verra les 16e de finale 24 ans après. De leur côté, les Yvelinois pourront regretter longtemps leurs nombreuses occasions ratées. On n'avait pas fait un grand début de match, peut-être impressionné par l'événement, mais tout de suite derrière, on s'est bien ressaisi, on a bien joué, on a les occasions et on ne les met pas. Et puis après l'expulsion et le tournant du match en seconde période, l'expulsion très sévère. On jouait pour la qualif, on a perdu, donc c'est une déception. Comme chaque année, la compagnie d'Arc d'Elancourt a organisé son traditionnel concours qualificatif pour les championnats de France, les prochains championnats de France en salle, mais aussi ultime étape de sélection pour les mondiaux à Nîmes au printemps prochain. Des archers de l'équipe de France étaient évidemment présents sur le pas de tir, sous l'œil avisé de Patrick Jacques de Dixmude. Au milieu des 380 participants, pour la plupart amateurs, certains archers ressentent plus de tension sur la corde de leur arc. Le vice-champion d'Europe 2011, Sébastien Pénaud, est présent sur le pas de tir d'Elancourt pour se qualifier pour les prochains championnats du monde en salle. Rester concentré dans sa bulle, voilà, faire attention à tout ce qu'on fait, savoir analyser son tir pour, si jamais il y a une erreur, savoir l'analyser et apporter un peu plus d'attention dessus par la suite pour éviter de répéter la même erreur. Nouvelle recordwoman de France du tir en salle en arc à poulies. Sophie Daudémont fait partie logiquement des favorites pour obtenir son ticket pour le groupe France, où seuls les 8 meilleurs archers seront retenus. L'objectif, c'est pas de rentrer dans les 8, l'objectif c'est de faire un résultat sur le championnat du monde. Donc si effectivement j'ai des difficultés à rentrer dans les 8, ça sert à rien que j'aille plus loin. Donc voilà, là j'ai fait le tir, il fallait le faire et tant mieux. Dimanche matin, Sophie Daudémont réalise un bon score de 584 points sur 600 possibles. Avec ce total, elle valide facilement son ticket pour la sélection nationale, qui aura lieu dans 15 jours, et tire toujours après une médaille d'or aux mondiaux, peut-être à Nîmes, fin février. Le MMA est l'art martial par excellence. De nombreuses disciplines le composent évidemment. Le free fight continue de se développer et arrive à Maurepas où 1000 mètres carrés sont désormais dédiés aux arts martiaux modernes. Loin de sa réputation de combat de rue, ce sport est devenu très technique et très encadré. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Formé au sol au grappling, Basile Nonote doit encore travailler la qualité de sa boxe pour devenir un combattant complet. Et pourtant, rien ne le prédestinait au free fight, car avant d'entrer dans l'octogone, il pratiquait le badminton. Cet éducateur spécialisé a vite adhéré aux valeurs dans la cage, où se côtoient toutes les catégories sociales. On sait les exigences que ça a, chacun entre combattants,
Et forcément, à la fin d'avoir fait un combat, voilà, on se prend dans les bras parce que voilà, on respecte l'autre pour tout ce qui, même si on a gagné, qu'on est perdu ou quoi. Voilà, il y a vraiment un respect mutuel parce qu'on sait la douleur que ça peut être pour se préparer. La France est le dernier pays européen qui interdit les compétitions de MMA. Depuis les années 90, ce sport à la réputation sulfureuse a beaucoup évolué. L'époque du combat de rue est révolue. Le free fight est désormais codifié, encadré et très technique. Chaque pratiquant de MMA est multidisciplinaire, ça veut dire qu'il pratique un sport de pied-point, il fait de la lutte ou du judo à côté et il fait soit du grappling, soit du jiu-jitsu brésilien pour développer ses aptitudes au sol. Contrairement aux images de violence régulièrement diffusées, des études américaines ont prouvé que le MMA n'est pas plus traumatique que d'autres sports de combat. La boxe anglaise, qui jouit d'une image beaucoup plus positive, sur le long terme laisse beaucoup plus de séquelles que le MMA. Les mecs sont capables de se mettre entre 500 et 700 coups de poing dans le visage sur un combat. Ça engendre des problèmes de santé après beaucoup plus importants que ce que nous on connaît en MMA. Sur 1000 mètres carrés, cette salle de sport presque unique en France propose également des cours de fitness et d'aéroboxing. L'abonnement annuel vous coûtera entre 300 et 500 €. Allez, avant de passer à l'agenda du week-end, je vous propose d'aller voir vos résolutions pour la nouvelle année. Nos reporters sont allés vous demander tout cela dans les rues de Saint-Quentin. J'espère beaucoup de bonheur, beaucoup de travail. Je vais essayer de faire du sport. Avant tout, qu'on sache que nous sommes nés des femmes et qu'on ait un peu plus de considération pour les femmes. Trouver du travail, ouais, c'est ce qui manque le plus. Ouais. Peut-être aller habiter au soleil, dans un endroit où il fera un peu plus chaud plusieurs mois dans l'année, quoi. Changer de travail. Il faut que je réussisse mon diplôme de doctorat. Ça, c'est le plus important à faire pendant 2014. Les mêmes que 2013. Prendre soin de nous. Voilà. Être heureuse. Pas beau la vie? Allez, pour terminer cette édition, évidemment, place à votre agenda du week-end. Tout d'abord, ce samedi 11 janvier, du sport en basket. Le derby de la 14e journée de National 3 à suivre opposera l'Entente, le Chesnay-Versailles à Trappes. Coup d'envoi à 20 h au gymnase Montboron. Vous pourrez vous initier dimanche 12 janvier à la kizomba et à la bachata, deux danses très séductrices provenant respectivement d'Angola et de République dominicaine. Rendez-vous à l'école Infinie Danse à Trappes à partir de 13h30 ce dimanche. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous retrouverai lundi dans le 7-8 Sport avec le nouvel entraîneur de l'AS Montigny Handball, Philippe Létrange. D'ici là, excellent week-end sur TV Fil.